Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le livre de règles de la concurrence de l'Union européenne. On va se pencher sur deux outils vraiment puissants, le contrôle des fusions et la régulation des aides d'État. En gros, ce sont les mécanismes qui permettent de s'assurer que le jeu reste équitable sur ce qui est, quand même, le plus grand marché unique du monde. Et c'est là, question qui se pose, n'est-ce pas? Sur un marché aussi immense, avec plus de 400 millions de personnes, qu'est-ce qui empêche, concrètement, une poignée d'entreprises géantes de tout rafler? Comment est-ce qu'on s'assure que l'innovation ne soit pas étouffée et que l'on ait toujours le choix en tant que consommateur? Eh bien, l'Union européenne a une réponse, ou plutôt, elle a un arbitre. Voilà, cet arbitre du marché, c'est la Commission européenne. Son job, c'est vraiment de siffler les fautes et de s'assurer que tout le monde, des petites PME aux multinationales, respecte bien les mêmes règles. Et pour faire ça, elle ne part pas de rien, elle a un véritable manuel. Et dans ce manuel, il y a, disons, deux chapitres principaux. Deux grands outils pour corriger deux problèmes bien différents. D'un côté, on a le contrôle des fusions, pour éviter que des entreprises ne deviennent trop grosses, trop puissantes en se rachetant les unes les autres. Et de l'autre côté, on a le contrôle des aides d'État. Là, on surveille les gouvernements eux-mêmes pour s'assurer qu'ils ne donnent pas un petit coup de pouce un peu déloyal à leurs entreprises préférées. Alors, commençons par le premier point, la surveillance des méga-fusions. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand deux géants de l'économie décident de s'unir pour n'en former qu'un? Eh bien, vous vous en doutez, la Commission européenne sort sa loupe et regarde ça de très très près. Le concept derrière le contrôle des fusions est assez simple. Il s'agit d'empêcher la création de monopoles, ou ce qu'on appelle des positions dominantes. C'est quand une entreprise devient tellement grosse, tellement puissante, que ses concurrents n'ont tout simplement plus aucune chance. Et ça, évidemment, c'est un problème pour tout le monde. Ça peut vouloir dire des prix plus élevés, moins de choix, moins d'innovation. Le but, ce n'est donc pas de bloquer la croissance, attention, mais de s'assurer qu'elle ne se fait pas au détriment de la concurrence. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les très grosses opérations, celles qui ont une dimension européenne, il y a un système qui simplifie tout, le guichet unique. C'est-à-dire que, au lieu de devoir aller frapper à la porte des 27 autorités de la concurrence nationale, les entreprises ne s'adressent qu'à une seule entité, la Commission. On imagine bien le gain de temps et d'énergie que ça représente. Alors, une fois l'enquête terminée, l'arbitre rend son verdict. Il y a 3 issues possibles. Premier cas, le plus simple, tout va bien, la fusion est autorisée sans condition. Feu vert. Deuxième cas, la commission donne son accord mais à certaines conditions. C'est ce qu'on appelle une autorisation avec engagement. Par exemple, on va demander aux entreprises de vendre une de leurs marques ou une filiale pour s'assurer que le nouveau groupe ne soit pas trop dominant sur un segment précis. Et enfin, troisième cas, beaucoup plus rare, c'est le carton rouge, l'interdiction pure et simple de la fusion. On a eu un exemple très médiatisé de ça avec le projet de fusion entre Alstom et Siemens dans le secteur ferroviaire, qui a été retoqué par la Commission en 2019. Allez, on ferme le chapitre des fusions pour ouvrir le deuxième grand volet, le contrôle des aides ou des subventions, si on le préfère, étatiques. Là, on change de perspective. On ne regarde plus les entreprises entre elles, mais la relation très particulière qu'une entreprise peut avoir avec son propre gouvernement. Et le problème, il est résumé ici. Quand un État membre donne de l'argent public ou un avantage quelconque à une de ses entreprises, ça peut sembler une bonne idée de prime abord pour soutenir un champion national. Sauf qu'à l'échelle du marché unique, ça fausse complètement la concurrence. L'image de la potion magique est parfaite. C'est comme si une seule équipe dans un championnat avait le droit à un beau pan légal. Forcément, le jeu n'est plus équitable. Alors, comment savoir si une mesure est une aide d'État interdite? Eh bien, la Commission a une sorte de checklist, un test en 4 points. Il faut d'abord qu'il y ait utilisation de ressources de l'État. Ensuite, que ça accorde un avantage économique. Troisièmement, que cette mesure soit sélective, c'est-à-dire qu'elle ne bénéficie pas à tout le monde. Et enfin, quatrième point, il faut que ça puisse affecter la concurrence et les échanges entre les pays membres. Si et seulement si les 4 cases sont cochées, alors oui, on parle bien d'une aide d'État qui doit être contrôlée. Mais attendez, c'est quoi exactement un avantage économique? En fait, la question de fond est toujours la même. Est-ce que l'entreprise obtient quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu avoir dans des conditions de marché normales? C'est ça, le critère. Par exemple, obtenir un prêt à taux zéro de l'État au lieu d'un prêt à 5% à la banque, c'est un avantage évident. Ou encore bénéficier d'une exonération d'impôts spécifiques que les autres n'ont pas, eh bien c'est aussi un avantage. C'est la différence entre les règles du jeu normal et un traitement de faveur. Et là-dessus, les règles du jeu sont très claires et très strictes. Un État membre ne peut pas se dire « Tiens, je vais donner 100 millions à cette entreprise ». Non, il a ce qu'on appelle une obligation de statu quo, c'est-à-dire qu'il doit d'abord notifier son projet d'aide à la Commission à Bruxelles et ne rien faire, attendre le feu vert. Et s'il passe outre, si une aide est jugée illégale a posteriori, alors la sanction est très simple et très dure. L'entreprise qui a reçu l'aide doit tout rembourser, et avec les intérêts bien sûr.
Bon, en entendant tout ça, on pourrait croire que le système est ultra rigide, que l'Europe interdit la moindre subvention. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Le fameux manuel de l'arbitre a aussi des chapitres sur les exceptions, parce que non, toutes les aides ne sont pas interdites. En fait, certaines aides sont même vues comme positives, bénéfiques pour l'ensemble de l'Union. Par exemple, une aide pour le développement d'une région qui est à la traîne économiquement, ou pour la protection de l'environnement, ou encore pour booster la recherche et l'innovation. Tout ça, c'est non seulement autorisé, mais c'est même encouragé. L'idée, c'est que ces aides servent à un objectif commun plus grand, qui est compatible avec le bon fonctionnement du marché unique. Et puis, il y a un cas un peu particulier qu'il faut mentionner, ce sont les services d'intérêt économique général, les CSEG. Pensez par exemple à la distribution du courrier ou de l'électricité dans un village de montagne très isolé. Commercialement, ce n'est pas rentable. Aucune entreprise privée ne le ferait spontanément. C'est là que l'État peut intervenir. Il peut compenser financièrement l'entreprise qui accepte d'assurer ce service public essentiel. Et dans ce cas précis, ce n'est pas considéré comme une aide d'État qui fausse la concurrence, mais plutôt comme la juste compensation pour une mission de service public. Et ce qui prouve bien que ces règles ne sont pas gravées dans le marbre, c'est de regarder ce qui s'est passé ces dernières années. C'est assez fascinant. En 2020, avec la crise du Covid, on a mis en place des cadres temporaires pour permettre aux États de soutenir leur économie à bout de bras. Rebelote en 2022, avec la crise de l'énergie, les règles ont été à nouveau assouplies. Et plus récemment, pour accélérer la transition verte face à la concurrence américaine et chinoise, de nouveaux cadres ont été créés pour aider des secteurs stratégiques. Ça montre bien que la politique de concurrence, c'est un outil vivant, qui s'adapte aux crises. Ce qui nous amène à la conclusion finalement. On voit bien qu'on n'est pas face à un dogme intangible. C'est avant tout un exercice d'équilibre constant. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci, la politique de concurrence de l'Union européenne n'est absolument pas gravée dans le marbre. C'est un arbitrage permanent, une recherche d'équilibre constante entre deux impératifs. D'un côté, préserver un marché équitable pour tous, et de l'autre, être capable de répondre à des crises brutales ou de poursuivre des grands objectifs politiques, comme la transition verte ou le besoin de souveraineté stratégique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Face aux défis mondiaux qui sont de plus en plus intenses, où est-ce qu'on place le curseur? Où se situe la frontière exacte entre le maintien d'une concurrence loyale, qui est l'ADN du projet européen, et une intervention stratégique de plus en plus nécessaire pour ne pas se faire distancer? Jusqu'où peut-on aider nos industries sans risque de défaire ce marché unique qu'on a mis des décennies à construire? C'est tout le débat actuel et la question reste grande ouverte.